Yes. Alors, il y a encore des personnes qui sont en train d'arriver que je vais faire, rentrer au fur et à mesure. Ce que je te propose, Marik, c'est, de te donner la parole, tout d'abord pour que tu nous expliques que tu nous expliques quel est ton travail, comment tu le décris, depuis combien de temps tu l'exerces et quelle est ta stratégie de vente sur les salons? Voilà, tout ça. Euh, alors, bah, ça fait un peu plus que 20 ans puisque moi, je me suis déclarée en tant que professionnelle pour pouvoir exposer dans des conditions légales depuis 94. Donc, ça remonte. Mon travail, bah, il a beaucoup évolué parce qu'au début, je travaillais le grès, puis je faisais de la recherche des mots, puis le hasard des rencontres a fait que maintenant je ne travaille plus que la porcelaine avec un thème que je suis, c'est tout ce qui est fond marin avec les coraux, enfin tout ce qui est inspiration sous-marine et c'est un peu ma carte d'identité. Est-ce que tu peux nous décrire une pièce type que tu fabriques? Alors, une pièce type, en fait, bon, j'ai deux catégories, un peu comme celle qui est derrière ta tête, là. C'est-à-dire, c'est des petits éléments qui sont assemblés et qui forment enfin, ce que j'appelle une suspension. Alors, c'est mobile et puis c'est un peu sonore dès que ça bouge un petit peu. Autrement, c'est une forme de base qui est réalisée à la plaque. Et par-dessus, c'est des petits éléments texturés qui sont posés un à un avec beaucoup, 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 beaucoup de patience. Et alors, quelle a été ta stratégie de vente sur les salons? Alors, enfin, comment je suis arrivée au salon actuel? Bah, disons dans ton parcours, quelle a été au début ton intention de participer à des salons? Comment tu les as choisis et comment ça a évolué au fur et à mesure? Alors, bah, bah, au début, bon, on fabrique, on donne par-ci par-là. Après, bon, bah, on veut quand même un peu en vivre et puis récupérer un peu de sous. Donc, bah, je faisais des petites expos connues. Je faisais enfin, je faisais des salons, enfin, des marchés de potiers. Puis après, bah, au fur et à mesure, on monte un peu en gamme, on se fait connaître. Et bah, le déclic, c'est j'ai participé au concours du prix des Mouettes avec la Charente-Maritime. Et bah, ma pièce a été primée et ça a été le déclic puisque c'est là que j'ai rencontré mon mentor, c'est-à-dire Christelle Valenza. Voilà. Et c'est elle enfin, qui m'a fait connaître toutes les formations, qui m'a poussé à faire ma première grande expo, qui est le Salon Révélation en 2015. Et ça a été le déclic. En parallèle, je faisais encore un peu de salons pour particuliers comme Résonance, comme Hobart. Puis un jour, elle m'a dit, mais tu sais, ta place, c'est pas là, c'est maison et objets. Ah bon, oui. Donc, ben, moi, j'ai suivi ses conseils et depuis, je ne fais plus quasiment que le salon maison et objets. Et Et est-ce que tu aurais pu, tu penses, faire, le salon maison et objets dès le début? Ou est-ce qu'il a fallu que tu passes par ces salons de potiers et que tu rencontres Christelle? Mais est-ce que, tu aurais, avec le recul, est-ce que tu aurais pu faire différemment? non, je pense que, bon, il y a les hasards de rencontre, c'est sûr, mais après, on n'est pas forcément, enfin, on n'est pas prêt. Les pièces, elles s'améliorent avec le temps. Euh, et enfin, ça se fait pas en un jour. Quand je regarde, quand je retombe sur des vieilles photos, je me dis, oulala, mais qu'est-ce que c'était moche. Et enfin, on évolue, le travail évolue. De toute façon, plus on passe de temps dans l'atelier, plus même la même pièce qu'on a créée, quand on la regarde, on se dit, oh, bah, tiens, j'aurais dû la faire comme ci, la faire comme ça. On la refait, on la réoriente. Et on ne fait jamais la même pièce parce qu'on lui trouve toujours un défaut, quelque chose qui ne va pas et on l'améliore. Et je pense que justement, en fonction du niveau du salon, enfin, faut être prêt, quoi. Faut être à la hauteur. Parce que, bon, je pense que si on n'est pas à la hauteur, enfin, on casse un peu son image et on se saborde, quoi.
Et alors si on revient aux salons, de potier que tu faisais, donc c'était des salons que tu faisais dans ta région, heu, est-ce que tu trouvais quand même une clientèle, un retour sur ton travail? Qu'est-ce que tu y trouvais, qui t'a été utile? Ben, justement, c'est un marché de potier, à je crois que c'est Saint-Sauveur-en-Puisaye, c'est le pays de Colette et sur mon stand est venu quelqu'un qui a observé mon travail, puis qui m'a dit voilà, qui m'a dit, «Vous vendez?» Bah, je lui dis: «Non, enfin, mes pièces correspondent pas». Bah, elle me dit: «Oui, ce que vous faites est beaucoup trop raffiné, votre place, c'est pas sur un marché de potier». Et ce monsieur, c'était un formateur, c'était François Ève, qui était formateur au CNIFOP pour l'émaillage. Donc déjà, ça, c'était un premier indice que bah, le marché de potier, ça ne fonctionnait pas. Donc après, ben, je suis montée un peu en gamme et j'ai fait un autre choix de salon. Quels événements pour toi ont été les plus marquants et Ah bah, pourquoi? le déclic, c'est révélation. C'est sûr que d'abord, il y a l'environnement avec, des pièces tout autour. On se dit: «Oh là, on est tout petit» et puis enfin, moi, je me sentais pas forcément à la hauteur au départ et puis, c'est des rencontres, c'est le regard des gens qui nous font prendre confiance et puis, qui enfin, le regard, enfin, les réactions des personnes qui viennent, des visiteurs font que, ben, finalement, on se dit: «Oh bah tiens, on a quand même sa place, quoi», même si on n'a pas toujours confiance en soi et soi-même, on ne sait pas évaluer son propre travail. Je crois que c'est ça le plus gros problème. Il faut absolument un œil extérieur. Est-ce que tu as des anecdotes, qui illustrent ce que tu es en train de dire sur le fait justement que, ce sont les visiteurs qui évaluent ton travail? Qu'est-ce que tu as comme souvenir? Le souvenir, bah, c'était sur Révélation. Une dame qui bon, j'avais fait une suspension, qui a laissé beaucoup de traces d'ailleurs avec des méduses et une dame est venue à regarder la suspension. Bon, comme elle était vraiment, je ne vais pas dire hypnotisée, n'exagérons pas, mais elle était dans son monde. Du coup, on a attendu avec mon époux, on l'a observée et au bout de quoi? 5 bonnes minutes, elle s'est tournée vers nous, elle nous a remerciés pour ce moment d'émotion. Et là, j'avoue que, bah, se dire qu'une pièce peut, transporter quelqu'un comme ça, c'est génial. Alors c'est vrai que pour rebondir sur un autre salon qui a un autre objectif qui est maison et objets, on n'a pas du tout cette émotion-là. Moi, mon 1er salon en septembre 2016, c'était, et mon premier client, c'était un Américain qui est venu sur mon stand qui m'a dit What price? Oui, bon, ça, mes quelques connaissances en anglais me permettaient de comprendre. Donc, je lui ai sorti une petite fiche que j'avais préparée avec mes prix. Et bon, il la regarde distraitement. Il me la rend parce que les papiers, ça l'embarrassait. Il me dit ça. Et il me fait comprendre de faire un bon de commande. Et il s'en va. Donc, je regarde tout autour, je me dis: «C'est pas possible, c'est caméra cachée» et comment dire? Les exposants sur le stand qui était juste en face, qui voyaient un peu mon désarroi, sont venus vers moi puis me dit: «Non, non, c'est normal, il a pas le temps, c'est quelqu'un de très, très pris, mais tu peux faire confiance, rédige le bon de commande» et au bout d'un moment, il est revenu, il m'a dit, il m'a montré une autre pièce, qui était sur un stand c'était les stands de valorisation d'Élisabeth le Riche à l'époque. Il m'a dit: «Quel prix?» Bon, pour pas faire d'impair, moi j'ai écrit le prix. Il m'a redemandé le bon de commande. Il est reparti, il est revenu, je vais pas dire qu'il m'a arraché le bon de commande des mains, mais ça se passe, comme ça, comme une mitraillette et c'est la grosse différence entre un salon pour professionnels et un salon pour particuliers. Oui, parce que le salon des pour professionnels, en fait, ils pensent à leur clientèle, c'est pas eux forcément, qui s'attardent sur, Exactement. sur le travail lui-même. Et tu disais tout à l'heure que c'était important de se préparer au salon et notamment à ces, salons comme Révélation, comme Maison et Objets, ça sert à rien d'y aller trop tôt. Mais à quel moment alors
on sait que, tu avais déjà plus de 10 ans d'expérience, tu étais un peu encouragée à faire ces salons, mais à quel moment tu t'es sentie vraiment prête? Bah, quand j'ai été poussée par quand j'ai été poussée par Christelle, elle m'a dit, c'était mon dernier salon pour particuliers, c'était en décembre 2015, c'était au Barthes à Bordeaux. Je lui ai dit, écoute, je prendrai ma décision après le salon et j'ai pas eu de difficulté puisque j'ai dû vendre une pièce, je crois, à 80 euros. Donc ma décision a été prise et bon, j'ai fait confiance et je me suis lancée. Parce que donc on sait que c'est un investissement. Alors, tu peut-être tu peux rappeler le montant de l'investissement, ce que ça représente de participer au salon Révélation? Alors, à Révélation, Non, Révélation et Maison Objet d'ailleurs, les 2. alors Révélation, ça doit être, le stand de base, c'est 12 mètres carrés et on était à l'époque, mais je crois encore maintenant, autour de 7 600 euros. Ce à quoi, quand Christelle m'a poussé pour le faire, je lui ai dit non, j'ai pas le budget. Elle m'a dit t'occupes, on peut toujours trouver des subventions. Mais après, bon, on peut partager le stand également. Après, maison et objets, moi j'ai démarré par le plus petit stand qui était 4 mètres carrés avec un 4 mètres linéaire. J'ai dû le faire 2 ans, voire 3 ans. Après, j'ai pris 6 mètres carrés. Après, j'ai pris 8 mètres carrés. Et là, j'en arrive à 10 mètres carrés parce que, disons, c'est pas que j'ai des pièces de plus en plus grosses et qui ont besoin d'espace, je vais dire, pour respirer. C'est plus des petites pièces posées, enfin surtout, c'est plus des petites pièces posées côte à côte. Ce qu'il faut pas faire pour avoir un stand, je dirais, intéressant à regarder. Et à ce moment-là, enfin, comment tu t'es préparée à ces salons? Qu'est-ce qui à quoi tu t'es confrontée aussi à la première fois que tu y participais et qu'est-ce que tu conseillerais à des personnes qui n'y ont jamais participé et qui voudraient, qui en tout cas qui l'envisagent? Bah, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup penser à son stand, le jour, la nuit peut-être. C'est essayer de bien le visualiser parce que le volume des pièces, la disposition des supports, des socles, tout ça, c'est très, très important. Euh, je déplore toujours un petit peu qu'on connaisse trop tardivement le type de stand qu'on va avoir, si on a un angle, si on n'a pas d'angle, etc., etc. Parce que ça empêche de vraiment préparer la pièce qui pourrait être mise en évidence en fonction du type de stand qu'on a. Après, bon, moi, je me fais aider un petit peu par mon petit-fils qui me fait une modélisation en 3D pour les volumes de mon stand. Ça, c'est intéressant. Et puis après, bah, disons qu'avec l'expérience, je visualise un petit peu mieux. Ce que Christelle avait fait, c'était de nous emmener avant le premier salon, c'est de nous emmener visiter, donc en tant que visiteur, et collecter un maximum de visuels enfin, pour voir un peu comment font les autres sans forcément copier, mais on s'inspire quand même, on voit, oh ben là, tiens, ça fait bizarre, c'est trop serré, c'est trop ci, c'est trop ça. Donc, avant de se lancer, on va dire, dans le grand bain, faut être préparé en faisant au moins une première visite enfin, une première visite du stand. Il y a une vraie différence, selon toi, est-ce que entre toutes les fois où tu as participé, où tu t'es dit: «Là, j'aurais vraiment pu améliorer la présentation» et tu as eu moins de trafic, enfin, est-ce que, tu ressens, le poids, l'impact de la façon de présenter les choses pour attirer, les visiteurs? Non, pas vraiment, parce que on peut jamais dire, le bilan se fait jamais à la fin du salon. Quelquefois, on a l'impression, bon, si on regarde son carnet de commandes, bon, pas terrible. Puis en fait, il y a plein de gens qui ont pris des photos, qui ont pris notre carte, ou maintenant avec le système de scan pour les badges, moi j'envoie systématiquement après mon catalogue et les gens réagissent.
15 jours, un mois, quelquefois 2 ans après, ils nous renvoient une photo qu'ils ont prise. Voilà, cette pièce-là, est-ce que vous l'avez encore? Est-ce qu'on peut la faire évoluer? Donc, faire un bilan, bon, j'ai jamais eu quelqu'un qui a dit, oh, c'est moche ou euh, c'est j'ai pas eu ce ressenti-là. Après, bon, Et tu les gens qui passent, bon, moi, je suis pas là pour me mettre en travers, pour les arrêter, pour qu'ils regardent. C'est des gens qui sont très, 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 très pressés. Il faut qu'ils voient un maximum de stands. Donc, bah, ça plaît ou ça plaît pas. La pièce, elle leur parle ou elle leur parle pas. J'ai pas à leur mettre la pièce dans la main pour que ça force la vente, quoi. comment tu t'adresses à quelqu'un qui vient sur ton stand? Est-ce que tu repères les, potentiels acheteurs ou, est-ce que tu as des techniques pour, leur montrer ton travail? Est-ce que tu leur donnes des choses et ils repartent avec quelque chose? Comment tu transformes en fait, des simples visiteurs en acheteurs? Alors, enfin, maintenant, je peux parler que pour maison et objets. Alors, je dis souvent, je ne vends pas, c'est le client qui achète. Et j'attends, sachant que enfin, le visiteur, le futur client, il n'achète pas pour lui. Si c'est un décorateur, un architecte d'intérieur, il faut qu'il ait le temps d'assimiler, de regarder les pièces, de penser à ses projets. Donc, je lui laisse le temps. Et pareil pour un prescripteur, quelqu'un qui a une boutique, il faut le temps d'imaginer la pièce dans son environnement, dans sa boutique. Et moi, j'aime pas sauter sur les gens. De toute façon, moi, quand j'étais visiteur, si on me saute dessus, je m'en vais. Donc, je le fais pas. J'attends que ce soit eux. Bon, c'est vrai que avec le système de badge, moi, qui tente à disparaître parce que maintenant ils ont tous sur leur téléphone, donc on ne sait pas qui c'est exactement. Le temps pendant qu'ils regardent le stand, je jette un coup d'œil sur son badge et si je vois que c'est un architecte d'intérieur, je vais certainement engager plus facilement. J'attends un moment et puis je le regarde et à ce moment-là, bon, c'est lui qui m'adresse la parole en premier. C'est pas moi qui accroche. Je sais pas faire et Tu j'aime pas. l'accroches avec le regard et ensuite tu le laisses commencer la Oui, conversation. Bah, c'est c'est-à-dire c'est une que forme d'accroche, hein. comment? C'est une forme d'accroche. Bah, moi, bon, d'abord, on ne sait pas si c'est un français, un anglais, un américain, donc, moi, je les laisse s'imprégner c'est mes pièces qui parlent toutes seules. Je ne sais pas en parler, moi. Donc, je laisse s'imprégner de ce qu'il voit. Et puis après, bon, ben, s'il est accroché, de toute façon, quand il sent une présence à côté, il nous regarde. Il va nous dire, c'est vous, comment dire, c'est vous qui les faites, tout ça. Et à ce moment-là, j'engage la conversation. Est-ce que tu as déjà été accompagnée par d'autres personnes sur les stands et est-ce que tu ressens une différence entre le fait d'être toi, présente ou, d'avoir quelqu'un qui représente ton travail? J'ai jamais eu quelqu'un qui représentait mon travail. Euh, disons que je suis pas toute seule sur le stand. J'ai mon époux qui est toujours avec moi et bon, qui parle certainement beaucoup plus facilement que moi de mes pièces et avec de l'humour, ce qui est très très important sur les salons. Mais j'ai jamais eu d'intermédiaire, disons. Et pourquoi l'humour est important sur les salons? Bah, parce on peut tout faire passer avec de l'humour. D'accord. Donc ça peut se transformer en acte d'achat, une bonne Ah, blague. oui, c'est une accroche, c'est un petit moment de détente parce que c'est des gens ceux qui viennent, enfin, ils sont là vraiment, enfin, pour voir un maximum de gens. Quelquefois, ils sont, enfin, de clients, de fournisseurs, ils sont un peu stressés et bah, ça détend et puis c'est un autre visage qui apparaît. Et on parle souvent, enfin les artisans d'art, mentionnent souvent la fatigue, d'être sur un salon, la fatigue de temps en temps, de ne pas avoir assez de monde sur son salon.
Toi, comment tu gères ces moments-là? Alors moi, j'ai toujours une chaise haute sur laquelle bon, je suis pas complètement assise, j'ai juste les fesses posées, pour me lever dès que quelqu'un arrive. Après, c'est vrai que, quand, il y a beaucoup de personnes, qu'on en lâche une pour rediscuter avec quelqu'un d'autre, c'est assez fatigant. Après, bah, il faut gérer ça sur le stand. Mais, pour ce qui est de tout ce qui est logistique, moi, j'essaie toujours d'avoir un hébergement très, très proche pour ne pas cumuler la fatigue du salon avec la fatigue comment dire? Du déplacement. Choisir aussi ne pas rester bloqué, sur, l'autoroute, d'arriver, et puis stresser encore plus. Donc j'essaie toujours de trouver des petits coins pour éviter de passer sur l'autoroute avant d'arriver à Maison et Objets et puis arriver toujours très, très en avance pour avoir le temps de nettoyer son stand, de se poser, d'être prête, quoi. Et ce qui concerne les prix, fixer ses prix sur les salons, quand tu t'adresses à une clientèle professionnelle, comment tu t'es préparée à ça? Hem, de Alors sur un salon ou sur un autre, est-ce que c'est différent? bah, disons que si c'est un salon pour particulier, c'est des prix particuliers. Après pour le pour le salon maison et objets, moi je n'aff enfin, je dis pas que j'affiche, je mets pas mes prix. Logiquement, on ne doit pas mettre ses prix sur les stands, bien que ça se fasse de plus en plus. Moi, j'ai mon catalogue, mes prix, c'est des prix pro. C'est pas le cas de tout le monde, j'ai une amie, qui elle fait des prix particuliers et quand la personne demande si c'est un prix pro, elle dit: «Bah, je fais une remise de 30 ou 40 ça dépend». Moi, je pars directement en prix pro. Heu, bon, c'est vrai que quelquefois j'ai des réactions, surtout pour des détaillants: «Ah ouais, mais si je dois multiplier par 2, ben, ça c'est son problème». Moi, mon prix, il est fonction du temps que j'ai passé, je module un petit peu en positif ou en négatif en fonction de l'impact de la pièce. Après choisir, son coût horaire, bah, moi ça me rappelle une céramiste qui disait: «Bah, moi je vois pas pourquoi je gagnerais moins que mon garagiste». Donc elle était partie du prix de son garagiste pour, calculer le prix de ses pièces. Et Après quand tu oui? dis, ça dépend de l'impact de la pièce, de quoi tu parles? Bah, une pièce, quelquefois, on a passé énormément de temps sur une pièce parce qu'on a travaillé très, très fin et ça se ressent pas forcément en regardant la pièce. Il y a des pièces qui ont plus de présence, même si elles ont été plus faciles et plus rapides à faire et à ce moment-là, il peut y avoir un bonus qui compense je veux dire, un malus sur une autre pièce, quoi. D'accord, c'est un peu la valeur perçue par le client que tu définis comme, Oui, l'impact, c'est ça? oui, oui, oui. D'accord, OK. Et après l'événement, quelle importance tu accordes à la relance? Comment tu t'y prends pour, rester en contact avec les personnes qui sont venues sur le salon? Alors, déjà avant, j'ai tout un fichier que j'ai accumulé depuis, les comment dire? Les années de Maison et Objets, donc j'envoie des mails pour annoncer, ma venue avec comment dire? Une petite présentation et après, comme maintenant on a un lecteur de badge et que tous les contacts sont scannés, j'envoie systématiquement mon catalogue avec les tarifs pour qu'ils puissent, bon, éventuellement passer commande. Et là, si on prend le salon maison et objets et puis après on parlera de révélation, les commandes, elles se font très rapidement, ou alors il y en a aussi qui viennent sur le tard? Est-ce qu'il y a des règles? Non, il y a pas de règle. Soit c'est tout de suite, je rigole parce que ça me rappelle je crois que c'était en 2019, coup sur coup, j'ai eu, 2 groupes de personnes
qui m'ont dit qu'est-ce qu'il y a comme pièce disponible parce qu'il y a le salon du yachting. Alors, la première, ça devait être Monaco. Qu'est-ce qui est disponible? Bon, je lui dis voilà, là. Donc, elle m'a dit bon, bah, je prends ça, 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 ça. J'avais une personne à côté de moi qui regardait ce que je mettais, enfin, si je recopiais bien, si je copiais bien sur le bon de commande. Et puis, 2 heures après, il y a eu un autre groupe qui m'a dit qu'est-ce qui est disponible? Il y a le salon du yachting à Cannes dans 3 semaines. Bon, je n'avais pas dit que quelqu'un était venu avoir au salon de Monaco, mais le stand a été vidé en 2 heures de temps. Enfin, vidé, disons, toutes les pièces étaient commandées en 2 heures de temps. Après, bon, j'ai toujours eu des commandes, des pièces retenues par rapport à ce qui était vu sur le stand. Et après, ben, c'est 15 jours, un mois, que je dis quelquefois 2 ans après, des gens qui me renvoient des photos quelquefois d'un ancien catalogue ou des photos qu'ils ont prises sur le stand pour me passer commande. Et tu participes chaque année, enfin à chaque édition ou tu fais un peu différemment? Alors, j'ai démarré en septembre 2016, j'ai fait janvier 2017 et après je n'ai plus fait que septembre. Parce que bon, d'abord, enfin, celui de janvier, je voulais pas le faire au départ parce que bon, vu les conditions climatiques, ça me posait un peu problème. Et puis, en fait, j'ai pas fait septembre 2024 parce que bah, il y avait les Jeux Olympiques. Je me suis dit, oh là là, danger. Et du coup, j'ai fait janvier 2025, septembre 2025, et maintenant, je ne ferai plus que janvier. Parce que Il y a une raison pour laquelle tu choisis janvier? il y a une nouvelle thématique qui s'est instaurée. Et je donne ma préférence maintenant à celui de janvier. D'accord. Tu as parlé de subventions, possibles, sur le tarif du salon. Tu pensais à quoi comme subvention? Alors, déjà pour maison et objets, tout à l'heure tu me demandais le prix. Bon, j'ai plus. Disons qu'actuellement, pour un 8 mètres carrés, je dois être à un peu plus de 4 000 euros. Mais sans, je rajoute pas de spot, je demande pas de choses en plus. Euh, et on a une subvention, quand on fait partie d'Ateliers d'Art de France, on a une subvention, je crois que bah, pour septembre, elle doit venir d'arriver, ça doit être 912 euros, ce qui est quand même déjà pas mal. Ensuite, pour Révélation, euh, bah, il y a eu des subventions avec qui sont venues par Christelle par rapport à enfin, des démarches qu'elle a faites. Ensuite, moi, je me souviens c'était au moment des élections cantonales, bah, j'ai fait du marquage à la culotte pour comment dire, le politique. Et puis, disons que j'ai réussi à avoir une petite subvention également. Bon, c'était pas énorme, mais c'est toujours ça. Bon, après, faut taper aux portes pour les subventions, mais enfin, c'est quand même assez dur. Et aujourd'hui, donc, si tu participes à ces salons de façon très régulière, tu, considères que, ces salons sont rentables? Et est-ce que c'est facile, de chiffrer l'impact de ces salons dans ton activité? Bah, moi, euh, ça dépend des années, mais disons que le salon maison et objets, ça me donne du travail pour toute l'année. Après, ils viennent se greffer, ce qui fait que ben, ça me fait là récemment, ça c'est suite à enfin, quelqu'un qui m'a contacté, enfin, c'est un agenceur qui travaille pour un joaillier de luxe qui m'a commandé pas mal de pièces pour la décoration de vitrines. Donc ça vient en plus et c'est hors salon maison et objets. Donc, bah, ça impose un rythme très, très soutenu puisque c'est 7 jours sur 7, 7 à 8 heures dans l'atelier.
Donc, ben là, heureusement qu'il y a un conjoint pour faire les courses, pour faire le ménage, pour faire à manger. Parce qu'il y a des moments, il y a des moments de bourre. Alors, c'est vrai qu'on aimerait bien, des fois souffler, mais si on dit non à une commande, on sait qu'on risque de fermer une porte, quoi. Donc, bon, puis c'est toujours des défis, ça fait toujours plaisir de surmonter les difficultés. Merci Marie. Et alors si, avant de laisser la parole à Christelle, est-ce que tu aurais un conseil, quel serait ton conseil le plus précieux à donner à quelqu'un qui participe à son premier salon? Est-ce qu'il y a une erreur que tu aurais faite au début que tu lui éviterais? Bah, on m'avait beaucoup mis en garde en disant, tu sais, le premier salon, ça va pas forcément marcher parce que les clients, ils aiment bien s'assurer que il y a du suivi. Bon, j'ai eu beaucoup de chance parce que ça a démarré tout de suite très très bien. Après, bah, faut se faire confiance. J'ai récemment, bon, sur un salon à La Rochelle, j'ai vu quelqu'un, je lui ai dit, mais pourquoi vous faites pas à votre place, c'est pas ici, ce serait maison et objet. Et il me dit, bah ouais, mais moi je parle pas anglais. Bah, je lui dis, moi non plus, ma formation en anglais, ça date de mon bac, donc je donnerai pas l'année. Il y a toujours la langue, c'est pas un problème. Maintenant, avec les téléphones, on a les traductions. Puis même, ça crée un petit lien. Il y a un échange. Le client sur son téléphone, nous sur le nôtre. Ou alors, il nous prend le téléphone, il écrit sur. Enfin, c'est pas un problème. Après, il faut se créer une image, une identité. Parce que je pense que euh, il y a quand même beaucoup de céramistes. Il faut se dire, bon, bah, tiens, on voit une pièce, on sait que c'est un tel. Je pense qu'il faut vraiment avoir une identité et pas vouloir faire un espèce de catalogue de tout ce qu'on peut imaginer, enfin, de tout ce qu'on est capable de faire sur son stand. Il faut qu'il y ait une unité. Et puis, bon, au début, on a toujours envie d'en mettre beaucoup parce qu'on se dit que plus il y en a, plus il y a de choix, mais plus il y en a, moins on voit. Donc, bien penser au nombre de pièces. Et puis, enfin, moi, je pense que c'est surtout l'identité. C'est vrai que moi, ça me rapporte maintenant euh, la commande que je suis en train de terminer. Quelqu'un qui, pour ses vitrines, veut des coraux, veut du blanc, donc de la porcelaine. Elle tape coraux, porcelaine. C'est mon site qui sort, quoi. Donc, faut vraiment, moi, enfin, le mot d'ordre, je crois, c'est vraiment l'identité. Merci beaucoup Maric. Belle transition pour poursuivre avec, Christelle. Donc, peut-être Christelle, tu peux rappeler, quelle est ton activité et pourquoi selon toi, ce thème des salons est important à traiter? Ouais, bonjour à tous. Donc je me présente, ouais, je suis Christelle Valenza, je suis consultante et formatrice dans le secteur des métiers d'art maintenant depuis 14 ans, je pense, quelque chose comme ça. En fait, juste, je vais quand même revenir en quelques mots sur mon parcours, Aude, si tu veux bien, juste pour resituer un petit peu d'où je viens. Au départ, j'ai une formation de juriste international. Ensuite, j'ai été prof en marketing communication en lycée. Voilà, j'ai passé un CAPET d'éco-gestion commerciale et donc prof d'éco-gestion et de commerce international. Puis j'ai cessé cette activité pour être artisan d'art. J'étais fabricant de luminaires. Voilà, j'ai fait à peu près chaque fois, j'ai fait des tranches de boulot pendant 10 ans. Donc ensuite, j'ai été artisan d'art pendant une petite dizaine d'années en Poitou-Charentes. Je me suis investie dans une structure régionale qui était à l'époque associative, qui s'appelait le Pôle régional des métiers d'art de Poitou-Charentes. Et cette structure régionale, bah, j'étais voilà, adhérente, puis au conseil d'administration, et puis j'ai fini par en prendre la direction. Et puis, pour raison politique, donc c'était financé par la région. Pour raison politique, la structure a fermé, mais les actions qu'on a menées ont été reprises par le réseau des chambres de métiers et donc par la chambre régionale de Poitou-Charentes. C'est devenu la mission régionale métiers d'art de Poitou-Charentes que j'ai dirigée pendant 5 ans, qui a ensuite
à nouveau été fermé suite à des décisions politiques. Et là, c'était la fusion des régions avec la Nouvelle-Aquitaine, le Poitou-Charentes a disparu et la mission régionale avec. C'est au cours de cette période-là que j'ai effectivement rencontré Maric, puisque donc la mission régionale emmenait des artisans d'art sur le salon Révélation et c'est moi qui l'ai effectivement poussé à venir sur le salon parce qu'effectivement je l'avais croisée sur un salon régional où elle n'avait pas vraiment sa place, où ça risquait pas de marcher. Voilà. Et donc, suite à la fermeture de cette structure donc de la mission régionale métiers d'art, je travaillais depuis des années avec une consultante qui était donc Christine Dubuisson, que certains ont peut-être connue, parce que je sais qu'elle est déjà intervenue chez vous il y a quelques années maintenant, et qui on était devenus amis et qui m'a proposé qu'on travaille ensemble. On s'est associés, on a créé Améade. Voilà, Christine nous a quittés maintenant il y a 3 ans et du coup je continue voilà, à développer voilà, cette entreprise qu'on avait montée ensemble et du coup j'interviens, j'ai repris un de ses clients principaux qu'elle avait avant qu'on travaille ensemble, qui était Atelier d'Art de France. Je travaille également pour plein d'autres organisations professionnelles, donc pour l'UNAMA, pour l'AFMA, je travaille pour des réseaux de chambres de métiers, donc des chambres, enfin des missions métiers d'art à droite à gauche en France, donc pour Grand Est, pour Pays de la Loire, pour Occitanie, enfin voilà, bon, voilà, en gros. Voilà ce que je fais et donc moi j'ai en fait, j'ai eu l'expérience d'artisan d'art à faire des salons. J'ai ensuite emmené beaucoup d'entreprises sur des salons pendant ces 7 années là, de pôle régional et de mission régionale. Et aujourd'hui, j'anime des formations pour, enfin déjà quand j'étais à la mission régionale, mais c'était surtout Christine qui le faisait. On ne faisait pas les mêmes sujets et pour emmener les entreprises, donc accompagner les entreprises dans leur développement commercial, développement marketing, commercial, etc. Parce qu'effectivement, beaucoup d'artisans d'art n'aiment pas tellement vendre et font comme Maric, laissent les clients acheter. Donc effectivement, heureusement que dans le secteur des métiers d'art, il y a des clients qui achètent tout seuls, mais après, ça dépend quand même des... Voilà, Maric a beaucoup de chance parce que, voilà, mais c'est pas que de la chance, hein, c'est aussi dû à la qualité de son travail, à ce qu'elle propose, mais elle a... ses pièces, effectivement, se vendent plutôt toutes seules. Enfin, moi, je vois bien comment ça se passe sur les stands quand elle est présente, mais malheureusement, c'est pas toujours le cas et d'avoir après des compétences en vente, ça se travaille. C'est pas quelque chose qu'on ne peut pas acquérir. On peut vraiment voilà, améliorer ses capacités commerciales. En fait, on peut vraiment voilà, développer ça. Son accroche visuelle, par exemple? Ouais, alors, comment? Son accroche visuelle avec un clin d'œil au client pour qu'il laisse, pour qu'il la laisse, pour le laisser parler avant qu'elle parle, c'est quelque chose que vous avez travaillé ensemble? Oui, oui, oui. Alors en fait, alors, ceci dit, l'idée de laisser le client regarder et s'imprégner du stand, c'est important. Effectivement, il ne faut pas sauter sur le client tout de suite. C'est sûr, il faut s'assurer que le client marque un intérêt en fait pour le travail. C'est pas nécessaire de l'aborder à chaque fois. Il y a des clients qui sont là, qui passent et qui repartent. Et c'est vrai que si on leur dit juste bonjour et qu'ils s'en vont, on se sent gêné d'avoir dit bonjour, on a l'impression qu'on se prend un vent, quoi, en fait. Enfin, voilà, et c'est pas très, très agréable. Donc, bon, du coup, il vaut mieux effectivement le laisser marquer son intérêt, mais par contre, ben, moi, je préconise quand même d'engager la conversation et effectivement d'amorcer avec une petite phrase. Chacun va trouver un peu sa phrase, mais de trouver une phrase qui peut être tout simplement « Vous connaissez mon travail ».
Voilà, vous avez vu ma dernière collection, si c'est quelque chose qu'on refait, un salon qu'on refait régulièrement. Et derrière, préparer une petite présentation flash qui résume en 15 secondes, 20 secondes, voilà, qui on est, ce qu'on fait, mais qui permet d'aborder le client, en fait, pour derrière s'autoriser à lui poser la question, et vous êtes qui? On s'est présenté et du coup, on va pouvoir demander au client, et vous êtes qui? Alors, sur un salon particulier, on ne demande pas au client qui il est, hein, mais sur un salon professionnel, c'est indispensable, en fait, pour savoir vraiment à qui on a affaire, justement. Est-ce qu'il parle anglais? Est-ce qu'il parle français? Enfin, ça c'est indispensable de savoir à qui on s'adresse, en fait. Est-ce que dans les choses que tu as observées, récemment, j'ai entendu dire un artisan d'art, que la personne qui s'intéressait au savoir-faire, souvent n'était pas acheteur. Ah ben ça, c'est certain. Ça, alors moi, j'appelle ça technique. Les gens qui vous posent des questions techniques sont dans 98% des cas pas acheteurs, voire 99,9. Donc, les céramistes, au bout de deux questions, en général, identifient que c'est quelqu'un qui fait de la céramique amateur, qui, au bout de quelques secondes, sort son téléphone et montre les photos des céramiques qu'il a réalisées. On a le même problème pour les ateliers de tapissiers, on a le même problème pour les gens qui font du tournage sur bois. Enfin, voilà, il y a certaines activités où c'est effectivement, alors vraiment, mais massif, c'est-à-dire que c'est vraiment, faut faire vraiment attention de ne pas engager la conversation là-dessus. Et sinon, effectivement, d'une manière générale, ce ne sont pas des acheteurs. Moi, je me souviens, hein, je faisais donc du luminaire. Quand les gens commençaient à me demander, c'est de la très basse tension qui est dans vos luminaires, parce qu'à l'époque, les LED n'existaient pas, je savais que c'était pas un acheteur. Voilà, c'était un monsieur qui voulait s'assurer que je maîtrisais les choses au niveau électricité. Mais Et c'était quel pas. est le comportement d'un acheteur? Bah, en fait, alors, je ne sais pas si l'acheteur a un comportement particulier, mais en tout cas, c'est pas ça qui l'intéresse. En fait, c'est plutôt l'utilisation de la pièce, c'est plutôt est-ce que la pièce elle va répondre à son besoin. Voilà, c'est plutôt ça son questionnement. Donc un acheteur, il va plutôt, si il vous interpelle sur une autre couleur et que vous n'avez pas une autre couleur, etc. Ça, c'est des gens, c'est des signaux en fait que ce sont des acheteurs potentiels en fait. Mais la personne qui va demander c'est quoi comme type d'émail et ça comment vous l'avez fait, et nanana, etc. Et vous passez combien d'heures sur cette pièce? Tout ça, c'est. Alors, en plus, moi, ça, je suis allergique à cette question. Vraiment, je trouve ça extrêmement déplacé de vous poser ces questions-là parce que enfin, derrière, il y a aussi le calcul de ah oui, alors combien elle se paye de l'heure. Enfin, voilà, il y a un truc de cet ordre-là qui, moi, me dérange beaucoup. Donc, j'invite vraiment les artisans d'art à ne pas répondre à cette question. Vous n'avez pas à vous justifier des prix que vous pratiquez, ni du temps que vous passez sur une pièce. Voilà, c'est 10 ans, c'est 15 ans d'expérience, c'est 3 ans d'expérience, c'est 2 ans d'école, c'est ce que vous avez dans vos tripes. Donc tout ça, ça regarde pas les gens. Et donc vous n'avez pas à dire que vous avez passé 10 heures sur une pièce. Voilà, parce que tout de Oui, suite, mais si on alors la vous pièce, pose elle la est vendue. question, si on te pose la, si on te pose la question, qu'est-ce que tu réponds à cette question? Bah, soit c'est. Bon, alors là c'est l'humour, hein, justement. Enfin, Marie, Voilà. c'est ce que je Christine disais. disait toute une vie. Toute une vie, exactement. Une vie. Ouais, il faut avoir des pirouettes. Ouais, il faut faire des pirouettes parce que, voilà, c'est pas. Moi, vraiment, c'est ce que je dis dans mes formations. Je dis arrêtez de répondre à ces questions-là. Plus vous serez à ne pas répondre et à répondre de manière évasive en disant une vie, voilà, enfin, ce genre de réponse, c'est bah, par exemple, vous répondez 3 ans de formation et 10 ans d'expérience, ou 2 ans de formation et 3 ans d'expérience, ou quelque chose comme ça. Le client, il s'embête, en fait. Il sent que sa question, elle est déplacée et il s'autorisera plus à la poser ailleurs.
Donc, on va finir par ne plus avoir ces questions-là qui sont… voilà. Alors, sur les salons professionnels, la clientèle, elle ne pose jamais cette question-là. Enfin, Marie, je pense que tu la rencontres plus, cette question. Ça, c'est vraiment sur les salons grand public. Et c'est aussi sur les salons grand public, quand les pièces sont chères, ou quand on a mal choisi son salon. Et que du coup, on est avec un public qui trouve que c'est cher, et du coup, qui essaye de comprendre pourquoi c'est cher. Voilà. Alors justement, Christelle, revenons au choix des salons. Quels Ouais. sont les critères qui doivent guider le choix d'un salon? Alors, en fait, ça dépend déjà de l'activité. C'est-à-dire, il y a des activités, ça n'a pas d'intérêt d'aller à Maison et Objets, ou ça n'a pas d'intérêt d'aller faire un salon à Paris, par exemple. Si on a une activité qui est avec une zone de chalandise plutôt régionale, voire même départementale, ça ne sert à rien d'aller loin. Voilà. Alors, par exemple, donc ça, là, c'est le critère lieu qui va être important. Par exemple, activité de tapissier, un tapissier, voilà, il a une zone, il y a peu de gens qui vont traverser la moitié de la France pour emmener un fauteuil à restaurer. Donc, voilà, là, dans ce cas-là, ça va être le lieu. L'autre élément important, je ne parle pas des salons, des grands salons que vous connaissez, en Révélation, Maison et Objets, etc. C'est les autres salons, avant de vous poser la question est-ce que je le fais ou pas, c'est de regarder la liste des exposants. Regardez la liste des exposants, essayez d'avoir la liste des exposants des années passées. Regardez s'il y a un turnover entre les exposants des années passées. S'il y a un renouvellement énorme, c'est que le salon n'est pas bon. Sinon, les gens y restent. Hein. Si c'est toujours les mêmes, c'est que le salon, il doit être intéressant. Voilà, donc ça, c'est quand même un indicateur. Après, il y a la réputation des salons. Donc ça, comment connaître la réputation d'un salon? En fait, vous regardez la liste des exposants de ceux qui ont déjà exposé avant et vous les contactez. Il faut oser aussi contacter des collègues et de demander, hein, tout simplement, j'ai vu que tu as fait ce salon-là, qu'est-ce que tu en penses, etc. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, etc. C'est hyper important, et d'aller regarder aussi les niveaux de prix des exposants. Si vous avez accès, ils ont des sites de vente en ligne, allez regarder qu'est-ce qu'ils font. Si le niveau de prix il est bas, et qu'il n'est pas du tout en adéquation avec ce que vous faites, c'est qu'en fait, ce n'est pas le bon endroit. Ça veut dire que la cible sera sûrement pas, va pas vous correspondre. Et ce que disait Marie tout à l'heure, qui est hyper important, c'est visiter le salon. Voilà, normalement, on ne fait pas de salon sans avoir déjà visité le salon au moins une fois. Il vaut mieux attendre un an et le faire un an plus tard que de faire un salon et de se casser la figure, parce qu'il y a le coût du salon, il y a le coût de la préparation, il y a le temps pendant lequel vous êtes sur le salon. Tout ça, normalement, il faut le financer. Enfin, je veux dire, pendant que vous n'êtes pas à l'atelier en train de produire, il faut financer en fait le manque de chiffre d'affaires que vous êtes en capacité de générer normalement quand vous êtes sur un salon, c'est-à-dire ce qu'on appelle le temps productif. Donc du coup, c'est bien plus que le coût juste de l'inscription au salon, en fait. Donc c'est vraiment important de regarder tout ça. Et puis après, évidemment, alors après, il y a le coût du salon hein, aussi, évidemment. Il y a mais ça ne doit pas, pour moi, être un critère éliminatoire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour passer un cap, sauter une marche, il faut aussi prendre des risques financiers. Voilà. Mais ça veut dire, alors, c'est pas prendre des risques sans filer et en faisant n'importe quoi, mais c'est vrai que un salon qui coûte 100 € ou 200 €, j'entends des fois des artisans d'art dire bah ouais, mais c'est super cher, c'est quand même 250 €. Ah non, un salon à 250 €, c'est pas cher en fait. Voilà, parce qu'effectivement, Marie disait, voilà, Révélation, on est sur des salons, on est sur je sais plus combien, 4 000 5 000 €. Et Révélation, c'est pas cher. À côté, encore d'autres salons qui sont dans Paris. Je prends les rendez-vous de la matière, on est à 5 000 € pour 2 jours en semaine sur un stand minuscule. Donc, voilà, il y a des salons qui sont bien plus chers que ça. Donc, le coût, c'est aussi un critère, mais il faut se poser la question de
si je fais parce que c'est un investissement, ça veut dire que vous croyez aussi dans le développement de votre business. Vous croyez dans le développement de votre activité, quelque part. Et donc, à un moment donné, on est obligé de monter dans les coûts de salon. Mais si on fait un salon qui coûte 600 € et que derrière, on vend pour 3 000, 4 000, 5 000 €, bah, c'est mieux que de faire un salon qui a coûté 100 et puis sur lequel on a vendu pour 400 €, quoi. Enfin, je veux dire, c'est voilà. Donc c'est vrai que voilà, il y a cet aspect-là. Et puis après, bah, la cible, c'est-à-dire que là, c'est pour maison et objets. C'est est-ce que j'ai envie d'essayer de vendre aux professionnels et surtout est-ce que je peux vendre aux professionnels. Et ça, Marie le disait, elle a des prix professionnels. Il faut s'assurer que vos prix peuvent être que vos prix publics actuels supportent une marge voilà, qui est retirée, enfin voilà, donc une, un Oui, que tu pourcentage. puisses avoir un prix de marché acceptable pour le client Voilà, final. il faut que ça reste un prix de marché et que la personne, enfin la boutique ou le prescripteur, il trouve son compte et que lui puisse marger aussi. Là, il faut rémunérer un intermédiaire. Donc voilà, donc les salons pro ne sont pas faits pour tout le monde. Il y a des produits, enfin il y a des activités parce que le temps de fabrication, etc., est trop long, qui ne peuvent pas être compétitifs sur des marchés comme ça. C'est comme ça. Il ne faut pas non plus s'acharner. Quelles sont les étapes clés d'une bonne préparation d'un salon? Bah, donc d'abord la visite, ensuite, vérifier, il faut, travailler sur ses objectifs. C'est-à-dire, il faut vraiment se poser la question de pourquoi on veut faire ce salon-là. Quel objectif et après, voilà, on pourra en reparler un peu plus tard, mais ça c'est important de réfléchir à ses objectifs parce que si on et ça c'est pour toute activité, enfin pour tout ce qu'on fait au niveau marketing, il faut toujours se poser 2 questions. Quels sont mes objectifs ou quel est mon objectif et quelle est ma cible? C'est la base. Voilà, ça c'est vraiment le démarrage, pour démarrer, enfin pour bien partir pour faire, un salon. Ensuite, heu, plutôt que de dire les étapes, évidemment il faut avoir du stock, voilà, mais souvent on se limite, en fait on raisonne: «Je fais un salon, il me faut du stock». Donc du coup là, il y a un espèce de stress à l'atelier, de produire, 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 produire. Mais du coup, on n'a pas anticipé la com, on n'a pas anticipé les documents qui vont accompagner, le catalogue qu'il va falloir envoyer après le salon. Et le catalogue, c'est pas après le salon qu'il faut le faire. Si on doit envoyer un catalogue, il faut le faire vraiment en amont pour qu'il soit envoyable des fois le soir même ou la semaine d'après. Donc tout ça, il faut l'avoir bien anticipé avant de décider de faire le salon et ne pas se contenter de produire sans objectif. C'est-à-dire qu'on va se fixer des objectifs quantitatifs de vente. Et donc, pour atteindre ces objectifs, combien il faudrait que j'ai, en gros, de pièces, c'est-à-dire en valeur sur mon stand. En formation, quand je me pose la question aux stagiaires que j'ai dit, alors, quand tu pars faire un salon, est-ce que tu sais combien tu as de valeur sur ton stand? La plupart des stagiaires me disent non. Or, pour faire, je ne sais pas moi, 3 000 € de vente sur un stand, si on y va avec 4 000 € de pièces, la valeur de 4 000 €, on ne fera jamais 3 000 €. C'est pas possible en fait. Ou alors vraiment le coup de bol, comme Marie, que tout le stand soit vendu. Mais et là, c'était pas 4 000 €, c'était plus. Mais c'est sur un salon grand public, c'est pas possible en fait ça. Voilà, je parle pas Donc de qu'est-ce maison et qu'il faut objets où on est sur de la commande, hein, mais sur un salon grand public. mais donc qu'est-ce que tu recommandes alors? C'est-à-dire,
Bah, quand tu prépares justement, les stocks à faire en vue de tes objectifs, comment tu, En fait, quel c'est-à-dire qu'au niveau des objectifs, il faut se poser la question de il y a les objectifs qualitatifs, mais il y a les objectifs quantitatifs. Et le quantitatif, c'est pas que du chiffre d'affaires. Le quantitatif, c'est aussi les unités vendues, c'est les typologies de pièces vendues. Combien de pièces par typologie de pièces. Voilà, ça, oui, je peux envisager, il faudrait que j'en ai tant, parce que ça va me permettre de faire tant de chiffre d'affaires. Enfin, voilà, donc de raisonner par typologie de pièces. Alors évidemment, petit à petit, avec l'expérience, on va savoir mieux s'adapter. C'est par nombre de pièces vendues aussi, voilà, combien on espère vendre de pièces. Il y a des artisans d'art qui vont sur un salon qui n'ont que 4 pièces à vendre. Et il y en a d'autres qui en ont 200. Voilà, ceux qui font du bijou, etc. Il y en a beaucoup plus. Donc, en fait, il n'y a pas de règle générale, voilà, mais les, les objectifs, enfin, pour moi, c'est primordial, en fait. Sinon, on ne sait pas où on va, en fait. Et donc, on ne met pas forcément l'énergie au bon endroit, en fait. Mais donc ce que tu veux dire, c'est que tu définis tes objectifs par typologie de pièces, et par objectif de vente et de Par chiffre exemple, d'affaires par typologie de pièces. ouais. Mais après, quel calcul tu fais pour, calculer le stock? Est-ce qu'il faut par rapport à tes objectifs, il faut que tout le stock soit sur place ou, Alors, ça dépend de la configuration du salon, ça dépend quel salon on fait, ça dépend si c'est un salon grand public, si c'est un salon professionnel. Il n'est pas forcément conseillé d'avoir trop de choses sur le stand non plus, hein, parce que en fait, là, ça nuit à la lisibilité. Donc, peut-être que, alors après, en fonction des pièces que vous faites, voilà, qui sont produites, bah, quand elles sont petites, c'est facile. Pour le bijou, c'est facile, c'est dans des tiroirs et on ressort des choses au fur et à mesure. Quand c'est des pièces plus grosses, c'est plus compliqué. Alors, si on a la possibilité d'en garder dans un espace sécurisé, il y a des salons, il y a de plus en plus de salons qui proposent ça. Voilà, je pense à des salons vraiment spécialisés comme Résonance, etc., où il y a des espaces où on peut avoir des pièces dans un espace commun, en fait, comme un îlot. Voilà, donc après, il faut. Il n'y a rien de plus frustrant, parce que moi, ça m'est arrivé, hein, ceci dit, je dis ça, mais moi, je me souviens qu'artisan d'art, j'ai eu voilà, une typologie de pièce à un moment donné qui a cartonné. Et c'est super frustrant de terminer en se disant j'en ai plus. Voilà. Et ça, c'est frustrant. Et se dire, bah ouais, en fait, là, j'aurais pu faire beaucoup plus si je m'étais concentré sur ces pièces-là davantage. Voilà, donc après, et c'est pour ça que c'est très important de se fixer des objectifs. Et après, ce qui est important, donc là, on n'est plus dans la préparation, c'est de faire un bilan. En fait, la plupart du temps, on ne fait qu'un bilan. J'ai fait 2500 euros, j'ai fait 3000 euros, j'ai fait 5000 euros. Voilà. Et ça ne suffit pas, en fait, ça. Il faut faire le bilan pièce par pièce, combien j'ai vendu de pièces, quel était mon panier moyen. Voilà, enfin, d'étudier tout ça. En fait, j'ai eu combien de contacts, j'ai fait combien de ventes, combien de pièces par vente. Voilà, et ça, c'est hyper important parce que ça donne des indicateurs pour la suite, en fait, Et pour s'adapter les fois d'après. Et juste pour compléter sur le stock, donc, tu disais que tu avais été frustrée parce que, tu avais pas suffisamment de stock pour, répondre à la demande de Les des clients. visiteurs sur le stand, sur le salon. Mais est-ce que ces visiteurs-là, si tu ils peuvent entendre que tu vas leur reproduire une pièce avec un délai ou c'est compliqué? Ça dépend. Ça dépend. En fait, là, en l'occurrence, c'était pas possible parce que c'était juste avant Noël. C'était un salon à Brest qui était 15 jours avant Noël. C'était impossible. Enfin, je savais que je pouvais pas honorer. Donc, c'était tant pis. Voilà. De toute façon, il la voyait plus, la pièce, hein. Elle était plus là. Voilà. Alors, je vois une question en même temps qui dit attention, est-ce que c'est pas trop faire attention d'avoir trop de stock? Oui, oui, je suis d'accord qu'il faut pas produire du stock qui sert à rien. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Moi, malheureusement,
quand je dis de réfléchir par typologie de pièces, etc., c'est justement pour ne pas être dans un excès sur une typologie de pièces et négliger quelque chose d'autre. Donc c'est vraiment qu'il y ait un équilibre aussi dans les choix de pièces à exposer. Que alors là, je parle vraiment plutôt des salons grand public, hein, qu'une clientèle trouve son compte en fait dans le stand et avec des produits d'appel et la pièce qui fait waouh, que j'appelle la pièce waouh, qui va faire que les clients vont s'arrêter, etc. Mais qui peut aussi, bien sûr, le but c'est de la vendre. Voilà, donc c'est d'équilibrer ça pour que l'offre soit lisible et accessible sur le salon. Est-ce que tu as des petits détails qui, selon toi, font la différence sur un stand? En termes de présentation, tu veux dire? En termes de présentation, en termes de, oui, Alors, attirer le public, créer un peu d'émulation, enfin, ouais, est-ce que tu as des alors, astuces? alors, des astuces. Je parlais de la pièce Waouh. C'est sur un salon professionnel ou sur Révélation, c'est indispensable d'avoir une pièce qui fait waouh. Marie, elle le disait, hein, maintenant elle prend des stands de plus en plus grands parce qu'elle a des très grandes pièces. Ils viennent sur ces salons-là pour des pièces comme ça, hein, donc la clientèle. Donc c'est vrai que d'avoir quelque chose, une pièce qui fait waouh, c'est bien parce que c'est quelque chose qui fait que les gens s'arrêtent et qui, du coup, s'ils ne peuvent pas acheter la pièce qui fait waouh, pour le grand public, va se reporter sur des pièces moins chères qui sont dans le stand. Donc voilà, ça c'est une première chose. Après, il faut absolument que l'offre soit lisible, c'est-à-dire éviter les mélanges de couleurs, éviter les collections qui ne vont pas ensemble. En tout cas, si ça ne va pas ensemble, se débrouiller pour que sur le stand, ce soit lisible, faire jouer avec les hauteurs, faire ce que j'appelle un parcours pour les yeux. C'est-à-dire que l'œil, il se promène en fait dans le stand. Il y a comme un chemin de lecture en fait pour lire le stand. Voilà, et pas tout sur une table. Bon, les tables, ça, c'est à bannir. Enfin, il y a plein de salons où c'est interdit, hein. On n'a plus le droit de mettre des nappes et des tables. Ceci dit, moi j'en ai vu un quand même sur Révélation, hein. Donc voilà, ouais. Donc oui, oui, et qui partageait le stand d'une de mes stagiaires, et c'était pas cool quoi pour elle, hein, parce que là du coup quand elle a découvert le truc là, waouh. Donc donc de jouer sur les hauteurs, c'est hyper important, d'avoir du mobilier qui se fait oublier. Voilà, il ne faut pas chercher à ce que ce soit. Des fois, l'erreur, c'est de vouloir faire fabriquer un super mobilier, etc. J'ai vu ce genre d'erreur à un moment donné, notamment je me souviens de cas sur Maison et Objets. Non, le mobilier doit se faire oublier, c'est les pièces qui doivent vivre, en fait. Voilà. Je ne sais pas si ça répond complètement à ta question, j'essaye de Si, répondre. si, tout à fait, ça répond à ma question, tout à fait. Alors l'heure tourne, donc est-ce que, comme Maric, si tu as un conseil, à donner à quelqu'un qui participe pour une première fois à un salon, quel serait ton principal conseil? Alors, bah, mon principal conseil, alors ça dépend sur quel type de salon c'est. Si c'est sur faire maison et objets, premier conseil, c'est rentrer chez Atelier d'Art de France, hein, pour pouvoir avoir l'aide. Voilà, ça c'est le premier conseil. C'est pas que ça Euh, aussi, hein. et aussi tous les accompagnements disponibles, voilà, pour ce type de salon quand vous êtes adhérent Atelier d'Art de France, hein, donc aussi bien que ce soit les formations que la scénographie, parce qu'il y a une scénographe qui vient qui vous accompagne, etc. Donc voilà, tout ça, c'est pour Maison et Objets ou Révélation, voilà, je vous conseille vraiment ça. Pour les salons grand public, le premier conseil, c'est ce que je disais, c'était d'aller visiter
le salon en amont, absolument, absolument, vraiment. Voilà. Et surtout, de ne pas parler de technique. Voilà. Vraiment. Parce que ça ne fait pas rêver, en fait, de savoir qu'une pièce est cuite à 1000 degrés ou 1200 degrés. Mais moi, franchement, mais je m'en fiche complètement en tant que cliente. C'est pas ça qui me fait vibrer. Voilà. Merci beaucoup, Christelle, pour tous ces conseils. Merci, Marie, pour ton retour d'expérience. L'heure tournant, on a essayé de prendre les questions au fur et à mesure. Donc, Est-ce que est-ce je peux que... revenir sur les subventions, parce qu'il y a plein de Bien questions sur sûr, les ouais. subventions. Alors, pour ce qui est des subventions, en fait, pour les salons comme Maison et Objets, le salon Maison et Objets est un salon international. Du coup, il y a plusieurs régions qui ont des accompagnements parce que, au titre de l'international. Les premières fois où Maric a fait effectivement Maison et Objets, je ne sais plus si tu l'avais eu cette aide-là, mais je pense, alors ça passait par la mission régionale, mais c'était au titre de l'international. Et donc aujourd'hui, la Nouvelle-Aquitaine, par exemple, subventionne 3 participations en Maison et Objets. La Bretagne, j'ai entendu que la Bretagne, pareil, que la Grand Est, vous pouvez aussi avoir des aides. C'est plus le cas, enfin c'est plus compliqué en Pays de la Loire. Ça a été le Pays de la Loire, c'était génial pendant plus de 15 ans, mais aujourd'hui c'est plus le cas là depuis que la nouvelle présidente de région a coupé tous les financements. Qu'est-ce qu'il y a Les encore comme autre Hauts-de-France. région? La région centre aussi aide. Les Hauts-de-France aussi, pas mal. Les Hauts-de-France, voilà. Les Hauts-de-France, il y a au niveau de la chambre de métier, il y a de l'aide très importante au niveau de l'export aussi. Voilà. Donc ça, voilà. Donc les subventions. Après, il y a la subvention Atelier d'Art de France. Après, il n'y a pas tellement d'autres subventions que les subventions régionales. Mais ça, vous les trouvez sur le site de vos régions, mais vous allez regarder sur le site des régions au titre de l'export pour Maison et Objets. Voilà. C'est pas forcément le cas pour Révélation. Je sais pas si après ils font rentrer Révélation dedans s'ils ont un programme métier d'art. J'ai oublié qu'il y a Occitanie aussi, mais Occitanie c'est dans le cadre d'un pass Occitanie. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a des régions. Alors par contre région parisienne, désolé, il y a rien, et PACA il y a rien. Voilà. Je sais pas s'il y a il n'y a pas grand-chose en PACA. Voilà. Après, voilà, il faut chercher au niveau de vos territoires. Rapprochez-vous de vos chambres de métier qui peuvent être un bon relais pour savoir si vous avez le droit à des choses. Voilà, c'est ce que je peux dire par rapport à ces subventions. Et puis bah, la subvention Atelier d'Art de France. Sur Révélation aussi, vous êtes subventionné, Atelier Oui. d'Art de France. Et puis même sur certains salons, des salons régionaux qui peuvent aussi être, les tarifs peuvent être moins importants pour les adhérents ateliers d'art. C'est le salon qui est subventionné en direct en fait, mais du coup, il y a des prix moins importants pour les adhérents. Donc voilà. Merci beaucoup, Christelle. On va arriver au bout de cette discussion. Je pense qu'on a répondu à peu près à toutes les questions. Je mets Marie qui sur fait le... Marie qui fait de la Ouais. pièce unique. On n'a pas Oui, répondu. Ouais. alors, dans sa, donc, merci beaucoup d'avoir complété. Je vous mets dans le chat un questionnaire. Ces questionnaires sont utiles pour nous pour valoriser voilà comment enfin l'impact en fait de ces conférences qu'on met en place. Et merci à Marie et Christelle qui généreusement partagent quand même une grande expérience et qui j'espère est utile pour vous tous. Donc c'est pour ça que ce questionnaire est intéressant pour que on l'évalue. Donc on vous enverra le replay de cette conférence qui sera rediffusée sur le podcast Voix également dans quelques mois. Que dire de plus à part merci à tous d'avoir été là. La semaine prochaine, on anime Philippe Azet, donc le cofondateur d'Artisans d'avenir, et moi-même, une conférence sur comment faire sa place dans l'artisanat d'art, et
on en profitera pour parler des différents programmes qu'on a mis en place. Le prochain tremplin est sur la préparation au pitch. Donc, voilà, un pitch que vous pourrez utiliser sur les salons, justement. Très bien. Et, donc, merci à tous et vous pouvez allumer vos caméras pour se dire au revoir de façon un peu plus sympathique parce qu'on coupe toujours un peu brutalement malheureusement, mais c'est sympa de voir qu'il y a des visages derrière ces écrans. À très bientôt tout le monde alors. Merci. À bientôt. À bientôt.